Fidèles téléspectateurs de Canal 3 Niger, bonjour et merci d'être à ce rendez-vous de l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, nous avons comme invité sur ce plateau Madame Abdoulaye Aïssata. Je vous rappelle que Madame Abdoulaye Aïssata fut déléguée générale du service national de participation CNP, directrice générale du centre de métier de cuir CM-CAN, secrétaire général du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, candidate également aux élections législatives. Aujourd'hui, Madame est fondatrice du complexe scolaire Bassiata. Bref, dans quelques jours, nous célébrerons la journée nationale de la femme nigérienne. Ça sera la 25e édition. Cette fête a été instituée par un décret présidentiel pris en novembre 1992 pour immortaliser la date du 13 mai 1991 à toutes les couches féminines du pays. Alors, bonjour madame. Bonjour madame. Présentez-vous et parlez-nous de votre parcours. Merci madame. Je suis donc madame Abdoulaye Aïssata, comme vous venez de le dire. Je suis éducatrice de formation, titulaire d'une licence en sciences sociales, d'une maîtrise en gestion des projets et d'un DSS en gestion des ressources humaines. Je fais 30 ans dans la carrière administrative. J'ai servi d'abord en tant qu'éducatrice, j'ai géré beaucoup d'écoles primaires. Et ensuite, j'ai été déléguée générale du service national de participation, directrice générale du centre des métiers de cuir et dernièrement, secrétaire générale du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. En dehors de ces charges-là de l'administration, j'ai aussi imaginé la femme et surtout l'éducatrice que je suis. J'ai initié en 2005 la création d'un complexe scolaire qu'on appelle Bassiata, et aujourd'hui qui a tous les niveaux en 10 ans d'exercice. Voilà en gros donc mon parcours. Femme leader que vous êtes, parlez-nous également de votre expérience dans la lutte pour l'émancipation de la femme. Bon, la lutte de la femme aujourd'hui, c'est quand même... ça ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui, mais ça date c'est un combat de tous les jours. Un combat d'abord égalitaire et entre les deux sexes d'abord. Ensuite, un combat entre individus du même corps et entre femmes et surtout entre générations. Donc l'émancipation de la femme devrait être effectivement à l'avant-garde de tous les grands projets, à commencer par la gestion de la plus petite unité qui est la famille. Et tout le monde connaît aujourd'hui la valeur au sein de la famille. C'est elle seule qui est capable de gérer les ressources et équitablement d'une famille pour que tout le monde soit dans ses droits, pour que tout le monde mange bien et tout le monde se sent bien dans la famille. Ensuite, quand on retourne sur le terrain du combat administrative ou du combat de toute la vie, on sait que les femmes aujourd'hui, tous les projets qui sont dominés par les femmes, beaucoup de statistiques et beaucoup de recherches ont montré que la femme gère mieux que les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le domaine des entreprises, allez-y faire un peu les statistiques, les femmes, les structures gérées par les femmes sont les mieux gérées parce qu'elles ne font pas de confusion. Maintenant, son combat en tant que femme, aujourd'hui, toutes les sociétés savent qu'il est grand temps que, heureusement d'ailleurs que nos sociétés, nos gouvernements, depuis un certain temps, ont incité effectivement par la création d'une politique sectorielle, en créant un département sectoriel chargé spécifiquement des questions de la femme et de l'enfant. Et nous savons que le bien-être et l'émergence commencent par effectivement la création des politiques et l'identification des besoins avant d'arriver à l'accompagnement de la femme. Pour revenir sur la femme elle-même, aujourd'hui elle est présente dans toutes les luttes, au point de vue social, au point de vue politique et au point de vue administratif. En tout cas, la femme n'est pas absente. Avant, il y avait donc des
des sujets tabous sur lesquels, des domaines spécifiques qui sont liés à l'homme. Mais aujourd'hui, avec l'engagement des femmes et des premières femmes qui ont fait leurs preuves, je pense qu'il n'existe pas aujourd'hui de secret ou de secteur dans lequel la femme ne puisse pas faire ses preuves. Donc nous pouvons dire qu'au Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région et même du monde, la femme est consciente de son statut de femme, mais surtout du rôle qu'elle doit jouer dans l'économie de tous les pays. La femme s'engage et elle est présente partout et elle a fait ses preuves. Même si, par ailleurs, il faut dire que la part de la femme n'est pas comptabilisée en matière de statistiques ou en matière de... En tout cas, on n'a pas eu de reconnaissance formelle, mais nous savons que les hommes avec lesquels nous travaillons connaissent bien la valeur de la femme aujourd'hui et de son apport dans le développement économique et social du pays. Vous êtes femme politicienne, qu'est-ce que vous pensez de la lutte de la femme au Niger? Bon, femme politicienne, c'est trop dit. Nous accompagnons les hommes parce que jusqu'à présent, c'est le terrain sur lequel la femme a beaucoup de problèmes. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des femmes politiciennes véritablement, mais nous sommes des véritables accompagnantes des hommes. On les accompagne dans leurs projets de société parce que si vous prenez les 150 ou 100 partis politiques existants sur l'échiquier national du pays, aujourd'hui, vous ne trouverez pas 10 partis politiques commandés par véritablement des femmes. Donc, en ce sens que nous ne pouvons pas parler de femmes politiciennes tant que c'est les hommes qui créent leur parti, qui dirigent leur parti et qui nous engagent. Nous sommes des véritables orchestres utilisés dans le domaine de la politique, mais pas des femmes politiciennes. Moi, je suis venu vers la politique par hasard, mais pas pour être une femme politicienne parce qu'il reste beaucoup. Pour être femme politicienne ou pour être politicienne dans tous les pays du monde, il faut avoir des ressources disponibles, il faut savoir gérer, il faut que les hommes aient confiance en vous et les hommes ne peuvent pas avoir confiance en quelqu'un qui n'a pas les moyens de sa politique. Tout récemment, vous étiez candidate aux élections législatives. Quel était l'objectif de votre candidature? Bon, moi je me suis dit que effectivement, dans un climat politique comme le nôtre ici au Niger, il y a urgence que certaines femmes se mettent au devant de la scène pour être des exemples, pas parce qu'elles vont gagner tout de suite, mais parce qu'elles vont servir sur le terrain populaire d'exemple aux autres femmes et aux jeunes femmes pour les conscientiser à comprendre le mouvement d'abord. Et pourquoi ces premières femmes-là, nous par exemple qui ont été aux élections législatives et qui avons échoué, pourquoi on a échoué. Et donc nous sommes vraiment le cliché de la femme de demain qui doit se battre politiquement. Voilà, et que pensez-vous du respect de la loi sur le quota? Bon, le respect, il fallait parler tout simplement de la loi sur le quota. Parce que le respect, il faut dire que plusieurs lois ont été créées de l'indépendance à aujourd'hui. Mais le plus épineux problème pour ces lois-là, c'est la vulgarisation de la loi et l'application de la loi. Parce que généralement, c'est les gens qui créent la loi, c'est elles qui les violent. C'est les hommes qui créent les lois, c'est eux qui les votent à l'Assemblée. Mais c'est eux aussi qui les violent. Parce que j'ai créé mon parti, je suis le maître du parti, je mets qui je veux. Donc, ce n'est pas l'État qui va venir me dire qu'il faut qu'il y ait un quota. Si l'État veut que le quota soit respecté, il va falloir qu'effectivement, qu'au point de vue équitabilité, qu'on incite les femmes à être des postes de responsabilité capables d'avoir des moyens pour effectivement s'égaler aux hommes. Mais tant que les hommes vont nous dévancer financièrement, ils seront toujours maîtres et cette loi ne sera pas appliquée. Mais nous applaudissons en tant que femmes de l'existence de cette loi et de sa prise en compte. Maintenant, pour l'application, nous faisons confiance à l'avenir et nous pensons que les futures générations vont continuer là où se sont arrêtés les premiers. Alors, Madame, quel appel vous aurez à lancer à l'endroit des autorités pour améliorer les conditions de vie de la femme urbaine et de la femme rurale? Merci, Madame. Mon appel va surtout en direction des femmes elles-mêmes. Parce que la loi sur le quota, c'est même une insulte. Quand nous partons,
par exemple, à l'école. Le recrutement de l'école n'est pas souscrit à un sexe donné. On recrute tout le monde à l'école. Nous sortons avec les mêmes diplômes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour la prise en compte et pour le positionnement de la femme? Elle a besoin d'un quota pour être ceci ou pour être cela. C'est une insulte pour la femme. Je ne suis pas pour le quota même. Je suis pour la considération et la prise en charge des valeurs en tant que valeurs qui peuvent servir l'État et qui peuvent servir la nation. Donc, mon appel va en direction des femmes elles-mêmes, qu'elles soient conscientes de leur existence, qu'elles soient conscientes de leurs valeurs et de leurs responsabilités. Pour que quelqu'un t'aide, il faut que toi-même tu sois conscient de ce que tu dois faire. Le jour où les femmes elles-mêmes auront confiance en elles-mêmes et parleront d'une même voix pour arracher ce droit-là, je pense qu'on n'a pas besoin de la loi sur le quota. Mais la problématique de la femme demeure au niveau des femmes parce qu'elles se battent moins. Est-ce que vous ne pensez pas que amener toutes les filles à l'école fait partie du combat? Toutes les filles à l'école, moi je me dis que toutes les filles ne peuvent d'ailleurs pas aller à l'école parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que au niveau de l'école, il y aura toujours des ratés sur le chemin. Il y en a qui physiologiquement ne peuvent pas tenir, il y en a qui au point de vue sanitaire ne peuvent pas continuer, il y en a où la situation sociale des parents ne permet pas que ces enfants continuent. Donc bref, beaucoup de choses font que toutes les filles ne peuvent pas aller à l'école. Mais même si on n'a pas été à l'école, si on est bien encadré aujourd'hui, la formation professionnelle est une illustration et nous savons bien que dans les campagnes et dans les brousses, il y a bien des femmes qui se battent à côté des hommes et qui cultivent même comme les hommes et qui sont capables aujourd'hui en tout cas de répondre positivement aux différentes questions qui se posent socialement à eux. Donc l'émancipation de la femme, elle n'est pas seulement pour la femme urbaine, elle n'est pas seulement pour la femme instruite, mais elle est pour toutes les femmes capables de s'engager et de remédier aux problèmes qui se posent à elles. Donc vous pensez également que l'école n'est pas le seul cadre privilégié de la réussite? Vous le savez très bien, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un studio privé, ce n'est pas pour l'État. Si tout le monde attend que l'État crée des studios pour nous mettre, beaucoup vont aller à l'école mais n'auront pas de place. De ce fait, ceux qui n'ont pas eu la chance également d'aller à l'école ou de faire, il existe. Par exemple, moi, les structures que j'ai dirigées, telles que le Centre des métiers de cuir ou le Service national de participation, qui font des formations en masse pour les scolariser, les non scolarisés et les déscolarisés. Et nous pensons que tout le monde a droit à l'encadrement et à l'appui. Si les gens sont appuyés, ils sont bien encadrés, quel qu'en soit leur niveau, nous sommes dotés de la même intelligence et nous pouvons répondre à tous les mots. Madame, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est que à cette veille de journée de la femme, nous souhaitons que effectivement le combat de la femme soit comptabilisé au niveau de nos maris d'abord, pour que effectivement l'apport de la femme soit reconnu valablement, pour que ça serve d'exemple, pour que toutes les femmes se mettent au devant du combat. Voilà. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que c'est Madame Abdoulaye Aïssata et nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Plaise à Dieu que nous retrouvions pour un autre numéro. Au revoir.